Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire intitulé « Devenir professeur en collège, lycée ou devenir conseiller principal d'éducation ». Dans un premier temps, nous allons vous présenter le Master MEF second degré et le Master MEF mention encadrement éducatif, ainsi que les différents parcours qui composent le Master MEF second degré. Au terme de ce premier temps de présentation, nous interpellerons nos participants et nos présentateurs à l'aide de vos questions que vous pouvez poser dans la rubrique questions-réponses qui se situe à droite sur votre écran. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois invités. La première, Catherine Bria, directrice des études du second degré et encadrement éducatif. Bonjour. Marianne Boulven, responsable de la mention encadrement éducatif. Bonjour. Et Alex Esbelin, responsable de la mention second degré, qui a un petit peu de retard, il est encore sur une conférence, il devrait nous rejoindre. Alors, nous allons débuter avec Catherine Bria, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter notre Master MEF, nos Master MEF, puisque pour les métiers du second degré, nous avons deux mentions. Nous avons la mention enseigner dans le second degré pour les professeurs de collège et de lycée et la mention 3, encadrement éducatif. Alors, à l'INSPE Clermont-Auvergne, nous avons beaucoup de formations. Ce ne sont pas les seuls masters que nous avons. Nous avons également des masters sciences de l'éducation, santé publique, nous avons des masters, mais nous avons également des DU. Et sur la diapositive qui est censée s'afficher sous vos yeux, vous voyez toutes les formations qui sont dispensées dans notre institut. Pour ce qui concerne les métiers dans le second degré, nous avons ce que nous appelons des parcours. Nous en avons plus. Oui. Pardon, nous ne voyons pas la diapositive sur les parcours. Okay. Nous sommes à conférence Oversup. Alors, je vais essayer. C'est bon? Ça doit être bon là. Parfait. OK. Donc, si vous regardez ce qui est en bleu, vous voyez que nous avons un master qui prépare au métier du premier degré pour devenir professeur des écoles. Et puis, pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, ce sont les métiers du second degré et les métiers de l'encadrement éducatif. Alors, nous avons ce que nous appelons des parcours qui correspondent aux matières que vous souhaitez enseigner. Nous proposons le parcours anglais, économie-gestion, EPS, espagnol, histoire-géo, lettres modernes, lettres classiques, mathématiques. Alors, les maths sciences n'ouvriront pas l'année prochaine en M1. Par contre, nous accueillerons bien sûr des étudiants qui auraient eu le concours de maths sciences. Nous accueillerons par contre bien physique-chimie, professeur documentaliste, sciences de l'ingénieur et sciences et vie et de la terre. Et puis, un parcours et en même temps une mention, c'est la mention encadrement éducatif qui prépare au métier de conseiller principal d'éducation. Donc, vous pouvez le voir sur cette diapositive, énormément de formations à l'ESP, beaucoup d'étudiants, un nombre de places limité. Donc, la sélection se fait sur dossier via la plateforme e-candidat. Nos formations ne se déroulent qu'à Clermont-Ferrand, qu'à Chamalières. Vous allez voir sur le site que nous avons 4 lieux de formation, Chamalières, Moulins, Aurillac et le Puy-en-Velay. Pour tout ce qui concerne les métiers du second degré et de l'encadrement éducatif, tout se fait uniquement à Chamalières. Ce qui se fait par contre à Moulins, au Puy-en-Velay, à Aurillac et également à Chamalières, c'est la préparation au premier degré. Donc pour le second degré, uniquement à Chamalières et aucune formation ne se fait à distance. Toutes nos formations se font en présentiel. Alors bien évidemment, depuis l'année dernière, nous nous adaptons et nous assurons des cours à distance. Mais ça n'est que de la continuité pédagogique, hein. Les cours se font uniquement en présentiel. Alors, quand on veut se former au métier de l'enseignement à l'Université Clermont-Auvergne, on doit d'abord passer par une licence qui se fait en 3 ans. Ce peut être une licence sciences de l'éducation,
qui va ouvrir à Clermont-Ferrand, une licence sciences du langage. Une fois que vous avez obtenu votre licence ou un diplôme équivalent, vous pouvez rentrer en master, second degré, encadrement éducatif. Vous allez y faire 2 années. Ce sont 2 années qui vraiment préparent au métier d'enseignant ou de CPE. Pendant ces 2 années, on va en discuter tout à l'heure, vous allez faire des stages qui ont pour but de vous faire, dans un premier temps en M1, découvrir le métier, le pratiquer un petit peu en étant accompagné par un tuteur. La 2e année, c'est ce qu'on appelle un stage en responsabilité. Alors, vous pouvez très bien arriver chez nous avec n'importe quelle licence à condition qu'elle corresponde bien au parcours que vous souhaitez faire, au master que vous souhaitez faire et à l'intérieur de ce master, au parcours qui vous intéresse. Nous vous avons mis ici différentes licences et ce à quoi ces licences peuvent vous amener. Donc, si vous souhaitez intégrer le parcours anglais ou le parcours espagnol, les licences préconisées sont des licences langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Si vous souhaitez faire le parcours économie-gestion, c'est une licence qui va être soit en communication, soit en marketing, soit en comptabilité et finance. Pour le parcours EPS, la filière idéale, c'est de venir d'une licence STAPS, parcours éducation et motricité, etc., etc. On ne va pas vous accepter en parcours lettres modernes si vous êtes titulaire d'une licence de mathématiques. Ça n'est pas raccord, ça n'est pas conforme. Donc, il faut que la licence que vous ayez préparée et obtenue soit tout d'abord une filière qui vous plaise. On ne se lance pas dans une licence qui va durer 3 ans si elle ne plaît pas. Donc, il faut vraiment choisir la licence, si vous n'y êtes pas encore, qui vous plaît. Et ensuite, ces licences vous permettent d'intégrer des parcours précis. Marianne, je peux te laisser parler pour le master encadrement éducatif et les licences? Alors, oui, je rajouterai pas grand-chose à ce que vient de dire Catherine Brias, si ce n'est qu'il n'y a pas de licence idéale pour intégrer le Master MEF encadrement éducatif. Ce qui compte, c'est d'être titulaire d'une licence ou d'un équivalent de licence. Donc, que vous ayez fait des lettres, de la gestion ou que vous ayez un diplôme de niveau équivalent à une licence, voilà, vous remplissez les critères pour postuler. En ce qui concerne les diplômes équivalents de licence, c'est le cas notamment pour un certain nombre de diplômes du travail social qui donnent lieu à des équivalences de licence. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter sur ce point. Alors, comme la diapositive, elle se lit de la façon suivante. Vous regardez dans la colonne du milieu le parcours qui vous intéresse, puis vous allez voir dans la colonne de gauche si votre licence correspond bien. Si vous avez un doute, bien évidemment, vous pouvez entrer en contact avec nos responsables de parcours. Chaque parcours a 1 ou 2 responsables. Vous trouvez leur nom sur le site de l'INSPE et vous pouvez bien évidemment rentrer en contact avec eux, leur poser des questions dès maintenant si vous êtes en train de choisir votre licence ou si vous êtes déjà en licence et que vous voulez vérifier que votre parcours et que votre dossier ont des chances d'être acceptés. Alors, voilà le parcours classique désormais de quelqu'un qui veut devenir enseignant. Vous êtes titulaire du baccalauréat, mais peut-être que parmi vous aujourd'hui, il y a des lycéens qui vont passer le baccalauréat. Une fois ce baccalauréat obtenu, vous allez faire la licence de votre choix. Encore une fois, lancez-vous dans une filière qui vous plaît. Sinon, ça va être compliqué de passer 3 ans à faire quelque chose qui ne vous plaît pas complètement. Donc, vraiment, le choix doit se faire comme ça. J'aime cette matière-là, je me lance dedans. Une fois cette licence obtenue, vous arrivez donc à Bac+3. Et là, vous allez candidater pour entrer en Master 1 MEF, quel que soit le parcours,
à l'INSPE Clermont-Auvergne. Une fois que vous aurez terminé votre première année de master, si vous obtenez votre année, vous passez en master 2, toujours MEF. Vous avez à l'intérieur de ces 2 années, on y reviendra tout à l'heure, mais des cours de différentes sortes, sont aussi bien des cours de didactique pour les professeurs du second degré, de pédagogie pour les 2 mentions, encadrement éducatif également. Vous avez des cours disciplinaires. Si vous êtes en anglais, vous allez continuer à faire de l'anglais. Si vous êtes en EPS, vous allez continuer à pratiquer certaines activités spécifiques à l'EPS. Et vous allez avoir également des stages en établissement, des visites en établissement et ce qu'on peut qualifié de stage ou d'alternance. On attend encore des informations plus précises là-dessus, mais en 2e année, vous allez avoir une classe en responsabilité dont vous aurez la charge seule. En M1, ce sont des stages de pratique accompagnée qui devraient être de 2 fois 3 semaines, où vous allez une première fois 3 semaines dans un établissement, dans une classe qui correspond à la matière que vous avez choisi d'enseigner ou au métier que vous avez choisi d'exercer, et vous allez être accompagné par un tuteur. Dans un premier temps, vous allez observer ce qui se passe dans la classe. Le tuteur sera avec vous. Évidemment, c'est lui qui va faire classe et vous allez l'observer. Et puis, petit à petit, au fil des semaines, et peut-être lors du 2e stage ou peut-être lors du 1er déjà, vous allez prendre la classe en main et commencer à faire cours. Vous allez passer de l'autre côté du miroir. En 2e année, là, vous êtes seul dans la classe. Vous avez toujours un tuteur, mais qui fait ses cours pendant que vous faites les autres. Ceci dit, il sera là pour vous accompagner, pour vous apprendre ce métier-là. Donc cet apprentissage, si on l'appelle alternance, c'est parce qu'il se fait à la fois à l'INSPE Clermont-Auvergne, avec des cours qui ne sont pas que des cours théoriques, qui ne sont absolument pas coupés du terrain, qui s'appuient sur le terrain, puisqu'on le connaît bien, et puis également des stages où là, vous allez dans un établissement scolaire et vous travaillez avec un tuteur et des vrais élèves. Une fois que vous avez fait tout ça, pendant cette 2e année-là, désormais, et c'est le cœur de la réforme qui commence dès l'année prochaine, vous allez passer le concours d'enseignant ou de CPE. Ces 2 années de master, MEF, vous auront préparé à passer le concours. Et évidemment, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de l'obtenir. Et vous arriverez avec un diplôme Bac+5, d'accord, les 3 années de licence, les 2 années de master, et vous passerez le concours de l'éducation nationale en M2. Et à l'issue de ce M2, vous deviendrez fonctionnaire stagiaire si vous réussissez le M2 et le concours. Donc c'est évident que avec cette réforme, l'année de M2, elle est lourde puisque vous devez poursuivre l'obtention de votre master, vous devez entre autres faire un mémoire, pas seulement entre autres, vous devez préparer le concours et vous aurez une classe en responsabilité. Donc c'est une année très riche. Voilà un petit résumé de ce qu'est le Master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. C'est quelque chose qui dure 2 ans. Ça vous amène à obtenir un diplôme Bac+5 et cette masterisation, elle est exigée par le ministère depuis déjà plusieurs années. Donc, durant ces 2 années, c'est ce que je vous disais, vous allez valider le master, le master 1, le master 2. Le master 1, c'est la première année, master 2, c'est la 2e année. Vous allez préparer le concours au cours de ces 2 années. On n'attend pas la 2e année pour vous préparer au concours, on va vous y préparer dès la première année. Vous devrez rédiger un mémoire qui s'appuie sur une pratique professionnelle, mais qui est aussi un mémoire de recherche. Et vous allez donc apprendre en 2 ans à devenir un professionnel de l'enseignement ou de l'éducation. Alors, si je peux me permettre quelques petits éléments à rajouter concernant la mention encadrement éducatif. L'organisation que Catherine vient de vous présenter est exactement la même pour le Master MEF encadrement éducatif, donc qui prépare au métier de CPE. C'est dans les contenus que les choses vont être un petit peu différentes. Donc cette organisation sur 2 ans avec
des contenus d'enseignement, donc des cours, hein, pour le dire clairement. Il n'y a pas une discipline spécifique donc au métier de CPE. Par contre, vous aurez des cours portant assez largement sur le fonctionnement du système éducatif et aussi des éléments de sciences de l'éducation au sens large, donc de la philosophie de l'éducation, sociologie de l'éducation, histoire de l'éducation, psychologie de l'éducation, etc., etc. Ça, c'est le gros des cours que vous allez avoir. Ensuite, en ce qui concerne les stages, ça fonctionne de la même manière avec une différence entre la première et la deuxième année. Pour les CPE, vous ne faites pas de stage en classe, mais en établissement scolaire dans des services de vie scolaire. Donc, vous aurez toujours un CPE tuteur. Les stages de première année, ce sera essentiellement de l'observation et vous commencerez à mettre la main à la pâte progressivement. Vous aurez davantage de responsabilités l'année suivante, c'est-à-dire que vous serez là, vous aurez un travail de CPE à part entière dans un service de vie scolaire. Là aussi, à chaque fois, accompagné à la fois par l'équipe de l'INSPE et par des tuteurs de terrain. De la même manière que pour le MEF second degré, le concours est en fin de deuxième année de master. Donc ça, on le répète, c'est la nouveauté pour vous qui entrez, ou en tout cas pour ceux qui entreront en master l'année prochaine. Cela donne lieu, ce master, donc à un diplôme de niveau Bac+5 et permet du coup, là aussi, après obtention du master et du concours, de devenir fonctionnaire stagiaire de l'éducation nationale. Sans Master 2, on ne peut pas devenir enseignant même si on obtient le concours. Il y a vraiment l'exigence des deux, c'est-à-dire que sans concours, vous ne serez pas fonctionnaire stagiaire. Sans Master 2, vous ne serez pas non plus fonctionnaire stagiaire même si vous avez le concours. Donc c'est vraiment un diplôme qu'il faut absolument obtenir si on veut devenir enseignant, fonctionnaire. Alors le métier d'enseignant, pourquoi on fait un master? Parce que c'est un métier qui s'apprend, qui ne s'improvise pas. Vous allez recevoir au sein de l'INSPE une formation qui se fait à travers la recherche, à travers des enseignants-chercheurs. Vous allez en côtoyer un certain nombre. Vous allez recevoir une formation qui est à la fois universitaire et à la fois professionnelle. C'est une formation qui se fait en alternance avec des stages. Alors, on attend encore des informations là-dessus, mais vous aurez forcément une pratique du terrain qui se fait selon un référentiel de compétences qui est national. Et puis, vous recevez une formation disciplinaire, donc anglais, EPS, maths ou spécifique pour les CPE. Donc, c'est une formation qui est riche et qui est reconnue au niveau de l'Europe, puisque il y a un certain nombre de crédits. Chaque fois que vous validez une UE, le master se fait par validation d'UE et pour chaque UE, il y a des crédits qui sont des crédits européens. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu en Europe. Alors, on va rapidement balayer ce qui peut se faire en première année. En première année, vous allez avoir des cours. De quel type? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez à la fois, et ce que Marianne Woulven a évoqué, vous allez avoir des cours qui portent sur le disciplinaire, mais qui portent aussi sur qu'est-ce qu'un élève, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que la motivation, et puis des cours vraiment spécifiques à votre matière. Comment est-ce qu'on construit un cours, une séance, une séquence pour votre matière? Vous allez donc avoir un stage de pratique accompagnée qui se fera en 2 fois 3 semaines, logiquement 3 semaines avant le mois de décembre et puis 3 semaines sur l'année suivante. C'est un stage qui n'est pas rémunéré, c'est un stage de pratique accompagnée non rémunéré. Évidemment, les objectifs, c'est d'observer, de se passer de l'autre côté du miroir, je le redis, et puis de pratiquer avec un tuteur qui va vous accompagner. Si vous êtes CPE, vous allez pratiquer, observer au sein de la vie scolaire avec un CPE, des AED et découvrir ce métier-là. En deuxième année, on approfondit, on continue, on a des cours qui sont des cours pour devenir enseignant, pour passer le concours et l'obtenir. Et vous allez avoir un stage en responsabilité qui sera à tiers-temps de ce qu'est un temps plein. Donc, si vous êtes professeur du second degré, un temps plein, c'est 18 heures.
vous ferez 6 heures. D'accord ? Selon l'endroit où vous ferez votre stage, il sera rémunéré ou non. Donc, la rémunération tournerait autour entre 600 et 700 euros. Voilà ce que l'on sait pour l'instant, mais il va falloir affiner, on attend encore des informations. Marianne, pour les CPE, c'est pas 6 heures. Alors, pour les CPE, la différence, c'est que le nombre d'heures hebdomadaires est pas le même, mais la logique est la même, c'est-à-dire pour la deuxième année, c'est un stage équivalent à un tiers-temps sur l'année. Donc, on n'est pas encore sûr et certain de la manière dont ça va se répartir, mais en gros, sur l'ensemble de l'année scolaire et pas universitaire, vous aurez l'équivalent d'un tiers-temps en établissement scolaire en stage. Alors, comment ça se passe concrètement? On vous dégage du temps où vous n'êtes pas à l'INSPE pour aller dans les établissements et faire votre stage. Vous avez certains jours de la semaine où vous avez cours à l'INSPE et certains jours qui sont réservés au travail que vous allez mener dans votre établissement. Voilà comment ça se passe. Donc, vous ne ratez aucun cours à l'INSPE quand vous êtes dans votre établissement. Et peut-être une chose à rajouter sur les stages, c'est que ce n'est pas à vous de chercher les stages. Le bureau des stages de l'INSPE s'occupe de trouver, en tout cas dans la plupart des cas, les stages. Voilà, pour la première année, effectivement, c'est comme ça. Et pour la deuxième année, ce devrait être le rectorat qui nous dira tel étudiant va devoir faire son stage à tel endroit. À l'issue de la deuxième année, à l'issue du Master 2, si vous obtenez le concours, vous serez professeur fonctionnaire stagiaire pour 1 an. Et si vous êtes titularisé, et c'est bien évidemment ce que l'on souhaite, vous deviendrez fonctionnaire titulaire. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que les mutations sont nationales. Donc, quand on désire être professeur du second degré ou CPE, il faut s'attendre à partir dans une académie autre que Clermont-Ferrand, pas toujours, mais quand même la plupart du temps. Les mutations sont nationales. Ce qui est complètement différent quand on veut devenir professeur des écoles dans le premier degré, où là les mutations sont académiques. On reste sur l'académie dans laquelle on a passé son concours. Pour les professeurs du second degré et les CPE, une fois qu'on est titularisé, on est obligé de faire des demandes pour être muté. On fait des vœux et en fonction d'un système de points, on est muté. Alors on peut être muté dans l'académie de Lille, dans l'académie de Dijon, dans l'académie de Versailles. Voilà. Pour ce qui concerne les conditions d'admission à l'INSPE, vous avez un portail e-candidat. Alors, je vous engage à aller voir sur notre site. Vous avez toutes les informations qui expliquent comment candidater et on affichera les dates, bien évidemment, dès qu'elles seront calées. En général, donc je ne vais pas vous donner une date précise, mais vous pouvez candidater à partir de la mi-avril via le portail e-candidat. Et vous avez sur notre site un mode d'emploi en vidéo pour vous expliquer comment vous y prendre. Vous avez également sur notre site quelque chose de différent, une présentation différente de ce que je vous ai montré tout à l'heure concernant les licences conseillées selon le parcours choisi. Et puis, à partir donc de mi-avril, vous pouvez commencer à candidater dans ce qu'on appelle la vague 1. On ouvre la vague 2 s'il reste encore des places disponibles. Donc, ce que l'on vous conseille, c'est de candidater absolument en vague 1. Vous déposerez les résultats que vous aurez obtenus à ce moment-là, mais n'attendez pas la vague 2 pour candidater, parce que si toutes les places ont été prises, vous n'en aurez plus. Alors, peut-être quelques précisions de calendrier. La vague 1, c'est au mois de mai, hein, globalement. Donc voilà, et alors il est tout à fait possible et même probable qu'un certain nombre d'entre vous n'aient pas encore leur résultat définitif de licence à ce moment-là. C'est pas grave, on le sait, on a l'habitude. Donc là, si vous êtes en licence cette année, que vous voulez candidater en master, vous candidatez avec les résultats de licence que vous avez obtenus jusque-là, c'est-à-dire les résultats de votre semestre 5 de licence.
Donc, pour le dire autrement, n'attendez pas d'avoir vos résultats définitifs qui peuvent arriver un petit peu plus tard. À partir du moment où la vague 1 est ouverte, candidatez, et on a l'habitude en fait d'examiner des dossiers d'étudiants de licence qui sont en cours de validation. Donc pour nous, c'est normal donc que ça ne vous limite pas dans vos candidatures. Voilà, mais n'attendez surtout pas, vous risqueriez d'avoir des ennuis en attendant trop. Alors, pour se repérer sur les concours, vous avez le site Devenir enseignant fait par le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez 2 pages. Alors, ces renseignements se trouvent aussi sur notre site. Hein, ces liens ou se trouvent sur Internet tout simplement. Il faut savoir que pour les concours, il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle l'admissibilité. Et si on est admissible, on peut aller aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité, jusque-là, elles se passent au mois de mars, on va dire, ou début avril. Ce sont des écrits. D'après ce que l'on sait du concours que vous passerez dans 2 ans, il y a 2 épreuves écrites à l'admissibilité, 2 épreuves orales pour l'admission. Si vous avez des résultats suffisants à l'admissibilité, aux écrits, vous pouvez aller à l'oral. Vous êtes envoyé à l'oral. Si vos résultats ne sont pas suffisants à l'admissibilité, c'est terminé pour cette année-là. Ça ne vous empêchera pas de repasser le concours l'année prochaine. On n'a pas pour le moment plus d'informations que ça sur le contenu des épreuves, ou en tout cas pas suffisamment clair pour qu'on puisse les communiquer. Alors, en ce qui concerne les concours, vous allez entendre parler de CRPE, c'est le concours de recrutement des professeurs des écoles, donc pour la mention 1, pour le 1er degré. Vous entendrez parler de CAPES, certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du 2e degré. Le CAPLP, pour ceux d'entre vous qui souhaitent enseigner en lycée professionnel, vous ne passerez pas un CAPES, mais un CAPLP. Et puis il y a le CAPEPS, qui est le CAPES pour devenir professeur d'éducation physique et sportive. Voilà. Et il y a aussi le CRCPE, qui est le concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation. Et que j'aurais dû absolument mettre, désolée. Voilà. Merci. S'il y a des questions, Michael, oui, on veut bien essayer d'y répondre. Alors, il y a dans le volet de questions, une première question qui concerne les personnes qui ont des contrats de travail à mi-temps. Marianne ou Catherine, comment on s'organise pour poursuivre cette formation? Alors, je commence. On octroie aux étudiants la possibilité d'être en régime spécial. C'est-à-dire que vous avez parfaitement le droit d'exercer un emploi. Si c'est un emploi à temps plein, très honnêtement, ça va vous compliquer la vie pour suivre vos études. N'empêche que, quelle que soit la décision que vous prendrez, quel que soit votre emploi, vous pouvez obtenir un dossier d'étudiant en régime spécial. Cela fait que vos absences sont justifiées. Cela fait également que si un jour vous ratez une évaluation, vous avez on se débrouille, enfin c'est comme ça, c'est la loi, on vous la fait rattraper à un autre moment. Donc être étudiant et travailler, c'est possible, et l'université octroie des choses en fonction de ça. Une autre question? Mais Marianne, attends, Marianne, ouais. Pour les CRPE, bon. Oui, moi je vais ajouter quelques éléments parce que c'est une situation qui est en général assez fréquente parmi les étudiants en master encadrement éducatif. Comme le disait Catherine, et là j'insiste dessus, le régime spécial étudiant donne droit à des dispenses d'assiduité et à des aménagements d'examen. Ce n'est pas un autre type de parcours, il n'y a pas d'enseignement à distance, donc c'est vraiment sur l'assiduité et les examens que porte ce régime spécial étudiant.
En ce qui concerne le master encadrement éducatif, alors c'est vrai que le fait d'avoir eu un emploi d'AED, d'assistant d'éducation, peut être un atout pour réussir le concours, pas forcément le master. Néanmoins, l'expérience montre qu'au-delà d'un emploi d'AED à 50%, ça fait une chose de trop. Donc voilà, d'expérience, c'est pas possible d'être AED à temps plein, réussir le master et réussir le concours. Donc jusqu'à 50%, ça va avec des conditions d'organisation, voilà, qui peuvent être intéressantes. Mais pour le dire clairement, moi je déconseille à ceux qui veulent intégrer le master encadrement éducatif et qui travaillent en tant qu'AED de travailler à plus de 50%. On n'octroie pas de dossier de régime spécial pour toutes les UE, c'est-à-dire qu'on ne vous l'octroie que pour certaines UE. On ne peut pas imaginer que vous allez pouvoir réussir ces 2 années-là en n'assistant à aucun cours, par contre en travaillant à côté. Donc on n'octroie pas de régime spécial pour l'intégralité de l'année. C'est les formateurs, le responsable de parcours qui fait des choix et qui dit « Ok, tel cours, on peut imaginer que sans être forcément présent, il va quand même réussir à comprendre ce qui se passe, mais pour certains cours, certaines UE, c'est pas possible, on ne vous l'octroie pas. » Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, comme le disait Marianne Woulven, ça n'est pas un parcours spécifique que d'être étudiant salarié. Il faudra que vous rattrapiez les cours. Il faudra que vous vous débrouilliez pour les obtenir via des camarades qui sont dans la promo, des choses comme ça. Mais on ne fait pas de parcours spécifique pour des étudiants qui sont en régime spécial. Voilà. Et juste pour rajouter, la logique derrière tout ça, elle est simple. Alors, juridiquement, le fait d'avoir un emploi donne droit à des aménagements pédagogiques, parce que c'est ça assez clairement. Mais la logique, elle est notre logique à nous, c'est compte tenu de tout ce cadre juridique, c'est une logique pédagogique. L'objectif, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour non seulement obtenir le master, mais surtout réussir le concours. Et donc, c'est vraiment pour ça que voilà, qu'on insiste pour que dans la mesure du possible, vous soyez présent en cours, parce que réussir le concours en étant inscrit en master sans venir en cours, c'est assez, comment dire, improbable. Ou en tout cas, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Marianne, un peu dans le prolongement de cette question, une question de Maxime. Lorsqu'on a un contrat de travail, et je suppose à temps plein, comment fait-on pour suivre les stages? Comment ça se passe? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on conseille de faire 50% en tant qu'AED et pas plus, parce qu'il faut que vous ayez un certain nombre, une disponibilité minimale ou une flexibilité minimale pour pouvoir faire les stages. Voilà. On peut aussi demander à son employeur d'être libéré, le prévenir et lui dire il va falloir que je sois libéré sur telle période. Et bon, ben après, vous rattrapez, vous voyez avec lui comment rattraper le travail que vous avez à mener. On peut demander ça à son employeur. Après, si vous êtes dans un établissement scolaire, que vous êtes AED, il y a des choses qui peuvent se faire sur place. Mais ça devient compliqué. Il faut être disponible pour les stages. Cela dit, pour les assistants d'éducation en Master MEF encadrement éducatif, on déconseille, et en fait, au final, c'est pas possible, de faire son stage, ou en tout cas de faire les stages de première année dans l'établissement dans lequel on est assistant d'éducation, parce que l'intérêt du stage, c'est justement de voir un autre établissement et d'être stagiaire d'être CPE stagiaire et pas assistant d'éducation, donc c'est pas la même fonction. Merci. Est-ce que le Master MEF est éligible au financement Pôle emploi? Est-ce que quelqu'un pourrait s'inscrire en formation continue financée par le Pôle emploi? Catherine? Oui. Oui, on a un service formation qui gère ça.
Et effectivement, on a beaucoup de reconversions dans nos Master MEF. Voilà, si vous n'êtes pas un jeune étudiant fraîchement sorti de licence, c'est absolument pas un problème. On a beaucoup de reconversions et des gens qui sont financés par Pôle emploi pour faire le Master MEF. Bien sûr, c'est possible. Donc pour ça, il faut entrer en contact avec le service formation de l'INSPE dont vous trouvez les coordonnées sur notre site. Alors, merci pour... Pardon, j'ajoute même chose pour les autres types de financement autres que Pôle emploi. Donc, si vous avez des possibilités de financement dans le cadre de la formation continue, là aussi, il faut contacter le service formation. Donc, ce n'est pas valable que pour Pôle emploi. Une autre question relative maintenant aux réussites au concours. Est-ce que le nombre de places est le même pour tous les concours? Et est-ce qu'il y a des disciplines où le concours est plus compliqué, plus complexe? Est-ce qu'on a des éléments de réponse à fournir? Oui, on a des chiffres. Alors, le nombre de places n'est pas le même suivant les concours. Il faut bien comprendre que le nombre de places pour les professeurs documentalistes est bien moins important que pour des professeurs de lettres. La raison, elle est simple, c'est que vous avez plusieurs professeurs de lettres dans un établissement, vous avez très peu de professeurs documentalistes dans un établissement. Ça n'est qu'un exemple. Donc, le nombre de postes au concours n'est pas le même. C'est un nombre de postes qui varie chaque année. C'est en fonction des besoins du ministère qui, en fonction de ses besoins, il décide d'ouvrir tel nombre de postes au concours. Donc, ça varie chaque année et ça n'est pas le même d'un parcours à l'autre, d'un concours à l'autre. Alors après, oui, il y a des concours qui sont plus difficiles que d'autres à réussir. On sait très clairement que le concours de professeur d'EPS est un concours très très difficile à obtenir avec entre 20 et 30% de réussite. Marianne, pour ta mention? Alors le concours de CPE fait aussi partie des concours difficiles à obtenir, avec des variations selon les années, parce que le taux de réussite, il dépend du nombre de places, mais aussi du nombre de candidats sur la France entière. Et le nombre de postes à chacun des concours, on le connaît, alors pas à la dernière minute, mais les candidats s'inscrivent au concours et on connaît le nombre de postes après. C'est-à-dire que pour vous, donc si vous entrez en master l'année prochaine et que vous passez du coup le concours en 2023, si je ne me trompe pas, eh bien, on ne connaîtra le nombre de postes, a priori, hein, si on n'a pas la date exacte, mais qu'à l'automne 2022. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas longtemps à l'avance et en tout cas pas avant l'entrée en master. C'est ça, on peut s'inscrire à un concours sans savoir s'il y aura beaucoup de places disponibles ou pas. On sait qu'actuellement, on a une grosse demande en maths. On a une forte demande, on manque de professeurs de lettres, on manque de professeurs d'anglais. C'est vraiment flagrant en mathématiques et c'est moins flagrant dans d'autres matières. Voilà. Et ça pourra aussi évoluer selon les années. Peut-être que dans 2 ans, on aura moins besoin de professeurs de mathématiques qu'actuellement. Alors maintenant, des questions pour rentrer en Master 1. Est-ce difficile? Est-ce qu'il y a un nombre de places limité? Quels sont les critères? Je croise plusieurs questions. On a Elisabeth qui nous dit, est-ce que avec le fait d'avoir été formateur en BAFA, une solide expérience dans l'animation, ça peut aider dans la candidature d'admission en master? Voilà, un peu tout. Si on parle admission master, est-ce que vous pouvez nous détailler ça, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez être admis en master? C'est que vous allez avoir un bon dossier, tout simplement. Ce bon dossier, il va être constitué par plein de choses différentes et ce ne sera pas la même chose. Enfin, voilà, ce qui va faire la différence, ça ne sera pas forcément la même chose d'un candidat à l'autre. Vos notes vont compter, le diplôme que vous avez obtenu va compter et évidemment, on prend parmi les gens qui ont le même diplôme, on va prendre les meilleurs dossiers, c'est évident. Ce qui va aussi compter, oui, ça va être votre expérience passée, bien sûr.
et puis, ça va être votre motivation que vous allez exprimer au travers d'une lettre de motivation. Donc, il faut monter un bon dossier. Voilà, tout simplement le plus riche possible pour que nous, on puisse choisir, faire le tri, entre guillemets, c'est pas très joli comme expression, mais classer les dossiers, choisir les étudiants qui nous paraissent le plus aptes à réussir le concours. Alors, est-ce qu'une précision pour CPE? Ouais, alors, et peut-être une précision générale d'abord, concernant le nombre de places dans chaque parcours de la mention enseignée dans le second degré et pour la mention encadrement éducatif, ils sont disponibles sur e-candidat, si je ne me trompe pas, ainsi que les critères de sélection des dossiers spécifiques à chaque parcours ou mention. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez trouver. On ne va pas vous les détailler, ne serait-ce que parce que voilà, ça prendrait du temps et je pense que ça n'intéresserait pas forcément tout le monde. Pour la mention encadrement éducatif, néanmoins, il y aura à la rentrée prochaine 16 places en master qui correspondent en fait au nombre de supports de stage disponibles en Master 2. Donc, c'est une manière de garantir les stages. Les critères d'admission sont simples. Alors, en mention encadrement éducatif, la sélection se fait d'abord sur dossier, puis sur entretien. Donc, on a commencé ça l'année dernière et on va continuer. La sélection des dossiers, elle se fera alors sur le... Voilà, on lit les CV, on lit les lettres de motivation. Et ce qui est décisif, ce sont vos motivations pour devenir CPE et passer le concours. Donc ça fait partie des choses qu'il faut expliquer très clairement dans la lettre de motivation. Et expliquer aussi pourquoi vous voulez préparer le concours à l'INSPE Clermont-Auvergne à Chamalières, parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de candidats envoient des dossiers dans différentes INSPE et voilà, on veut savoir pourquoi vous voulez spécifiquement venir chez nous. Voilà. Nous avons une autre question, alors peut-être plus spécifique, Catherine. À plus de 40 ans, reprendre un projet pour devenir enseignant, quelques inquiétudes, semble-t-il, pour notre interlocuteur. Est-ce que vous avez des éléments de réussite, des éléments statistiques sur la réussite des reprises d'études? Ils réussissent pas moins que les autres, ils réussissent aussi bien que les autres. C'est très fréquent d'avoir des étudiants de plus de 40 ans au milieu d'étudiants qui en ont 22, 23. Vos craintes, elles sont légitimes, elles sont partagées par ceux qui sont dans cette situation-là et elles ne sont pas du tout partagées par les formateurs. C'est-à-dire qu'on est absolument ravis. Il n'y a pas de différence entre un étudiant qui a 23 ans et un étudiant qui en a 40. Il y a quelques années, j'en avais un de 57 ans. Voilà. Il avait décidé de se reconvertir et c'est très bien. Vous bénéficiez, vous arrivez avec votre expérience personnelle d'un métier antérieur, vous avez plein de compétences que vous avez acquises dans ce métier précédent et puis vous avez une autre expérience, vous savez faire des choses que des plus jeunes d'entre vous ne savent pas faire. Inversement, les plus jeunes sont encore dans cette dynamique de faire des études, de passer des examens, de se concentrer. Bon, ça, on est d'accord. Mais l'un compense l'autre. Et il n'y a pas moins de réussite chez les étudiants plus âgés, on va dire, pour des reconversions que pour ceux qui poursuivent leur cursus de façon très linéaire. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à avoir. Voilà, vous arrivez avec des atouts. Et c'est très bien, et on aime ça. Et l'éducation nationale est assez friande de ce genre d'expérience passée. Merci. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous devions nous arrêter à midi. Nous n'avons plus de questions sur le volet questions-réponses. Donc, pour terminer, je vous invite à poser toutes vos questions via le chat, via nos conseillers qui sont en ligne sur le salon Oversup. Et puis, vous retrouverez l'ensemble des informations sur le site inspe.uca.fr. On vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Bonne journée.